Voilà et ça part. C'est un triomphe, mes amis. Ça me rappelle quand j'ai débuté aux Folies Bergères. Excusez-moi, mes nerfs lâchent. Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Est-ce un vrai cheval? Est-ce une vraie cavalière? Comme c'est dur d'être commentateur. Je ne le ferai plus. Oh, quel bonheur! Oh, mes enfants! On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne s'émoue très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob man. Courage! Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Vous allez assister à ce nouveau match de l'émission Goal Volant. Un match consacré aux commentateurs sportifs. Je suis Thierry Laurent, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Jean-Michel Ledroit. Salut Jean-Mimi. Bonjour Thierry. Alors aujourd'hui Jean-Mimi, l'équipe de Goal Volant revient avec une nouvelle émission. Tout à fait Thierry. Une émission inscrite dans un contexte particulier puisque leur dernière émission était consacrée à la défaite. Exactement Thierry. Est-ce que tu veux bien développer un peu Jean-Michel s'il te plaît? Oui Thierry, une dernière émission un peu traumatisante pour l'équipe puisqu'elle les amenait à parler de leur défaite. Une émission un peu triste. Heureusement aujourd'hui l'équipe de Goal Volant revient avec de nouvelles intentions. Ils vont parler de commentaires sportifs, voilà, on va parler des commentaires mythiques, de ces commentateurs qui dérapent ou dérapaient. On va essayer de définir ce qu'est un bon commentaire sportif. Et puis aujourd'hui, le match sera animé par une toute autre équipe. Ça c'est sûr, mon Jean-Mimi, aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est tout simplement le meilleur de Goal Volant qui se présente pour ce nouveau match. Oui Thierry, le coach habituel a su, en profitant des agendas trop chargés de certains chroniqueurs, grâce notamment à des obligations familiales, professionnelles, voire sportives, trouver une date lui permettant tout simplement de réunir seulement les meilleurs chroniqueurs-chroniqueuses qui sont à sa disposition. Eh bien justement mon Jean-Mimi, c'est l'heure de la compo d'équipe. Voyons voir qui seront celles et ceux que l'on va entendre pendant les 57 prochaines minutes. Qui c'est qui est là? Ah, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? Jolie brochette. Voilà, c'était un petit édito sponsorisé par la Didier Gustin Academy. Magnifique. Merci. Bien, en plateau aujourd'hui avec nous pour parler des commentaires sportifs, on a Mathieu. Salut tout le monde. Salut Mathieu, de quoi tu vas parler toi aujourd'hui Mathieu? Eh ben moi je vais vous proposer un conseil culturel, pas facile avec ce thème-là, et puis une petite troisième mi-temps. Ok, impeccable. Simon, bonjour Simon. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi je vais vous parler d'une contradiction, voyez-vous, entre l'œuvre et l'artiste. Oh, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Tout à fait. On va tenter de répondre à cette épineuse question. On va essayer. Et avec nous aujourd'hui en plateau, nous avons Mélanie Laurent. Bonjour Mélanie. Mélanie Duro, c'est Duro, mieux. Et j'ai dit Laurent, et je sais C'est pas son fantasme, pourquoi. c'est pour ça. Ah oui, je suis parti complètement. Tu penses à l'actrice là? Je sais pas. Mélanie Laurent, ça s'est enchaîné directement. Bonjour Mélanie Duro, comment ça va? Ça va, merci, bonjour à tout le monde. Alors toi, t'as plus d'expérience que nous, je pense, dans le journalisme sportif. Peut-être en radio. Après, je ne sais pas forcément vos expériences à vous tous, mais... Si, c'est plus... Si, je pense que Si c'est tu plus développé. confirmes. Enfin, la preuve avec cette erreur d'entrée de jeu. Alors, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le sport, si tu veux bien. Ouais, alors je vais essayer de faire un résumé. Ouais, voilà, si ça te dit. Pas de souci. Dans le sport, tu veux dire quand j'ai parlé de sport?
Notamment. Pas de mon passé de grande joueuse, absolument pas professionnelle. Non, ça l'intéresse pas. Alors peut-être plutôt la partie, voilà, journalisme ou commentaire ou voix du sport. Pas de problème. Bon, alors, je suis pas journaliste professionnel, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de carte de presse, mais c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai essayé de multiplier les expériences bénévoles, on va dire, où je pouvais parler de foot. Donc, ça s'est fait à la radio, un petit peu à la télé avec Pleine Lucarne sur TVRN, l'émission sur le Stade Rennais. Aussi un petit peu en presse écrite. Là, aujourd'hui, je suis correspondante sportive au Télégramme. Et voilà, j'essaye d'avoir un bagage de plus en plus grand, intéressant, pour pouvoir être embauchée à un moment. Et comme ça fait 5 ans que je suis pas embauchée, j'ai décidé de m'inscrire au grand recrutement de Canal+ avec l'émission Au Micro. Ok, du coup, c'est que le foot, toi, dont tu parles? Il n'y a pas d'autres sports qui te... Alors, j'aime le sport de manière générale, mais oui, pour en parler, honnêtement, au-delà du foot, c'est compliqué, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast ? Oui, bien sûr, mon podcast 100% Foot National. Donc, je l'ai lancé il y a 2 ans maintenant. Et c'est un podcast d'entretien, en fait, où je vais dans les clubs où je fais à distance si je peux pas me déplacer, où je rencontre une personne d'un club de foot du championnat national. Et ça peut être joueur-entraîneur, mais aussi voilà, des personnes qui sont plutôt dans l'ombre. Je pense aux personnes qui s'occupent de la communication, par exemple, ou les kinés, etc. Et je fais un entretien avec eux à peu près de 45 minutes pour comprendre leur métier, et puis ça permet de comprendre dans sa globalité qu'est-ce qu'un club de football aujourd'hui. Ok, et comment ton choix s'est porté sur le championnat national ? Et de par mes origines briochines, déjà. On y vient. On y vient, voilà, les Côtes d'Armor avec Saint-Brieuc qui est remonté, c'était il y a 4 saisons maintenant en national. Ouais. Donc je les ai bien évidemment suivis de près. Je suivais aussi beaucoup l'US Concarneau, autre club breton que j'affectionne beaucoup. Et de les suivre m'a permis aussi de connaître les autres équipes. Ouais. Et je me suis dit, mais il y a des équipes pas mal, il y a des joueurs pas mal, et ça m'a plu comme championnat. Je retrouve un petit peu le football des années 90, c'est un peu plus voilà, la bonne franquette quoi, sur les stades de national, c'est cool. Ouais, parce que oui, il y a un côté entre football professionnel et football peut-être un peu plus amateur, c'est vraiment un cheval entre les deux, le football déjà, national. Vraiment, il y a des équipes pro et des équipes qui ne le sont pas, donc il y a des statuts différents. C'est un championnat où c'est un peu le bordel, hein. C'est compliqué au niveau des contrats, c'est compliqué au niveau des transferts, c'est compliqué financièrement aussi pour beaucoup de clubs, il y a de la casse à chaque fin de saison. C'est folklorique, on va dire, comme championnat. Oui, et puis si on se retrouve à faire la navette entre Ligue 2, National 2, les statuts du club changent tout le temps. J'imagine qu'il y a des sommes d'argent qui sont là, qui ne sont plus là. C'est compliqué, je pense. Ouais, alors c'est vrai que les clubs de Ligue 2, quand ils descendent en national, ils gardent quelques années le statut professionnel pour pas que la chute soit trop rude, mais s'ils remontent pas assez rapidement en Ligue 2, ça peut être compliqué après pour eux financièrement, ce qui est apparemment le cas aujourd'hui de clubs comme l'US Orléans par exemple, qui est en difficulté financière. Après on verra en fin de saison ce que ça va donner avec la DNCG, mais il y a pas mal de difficultés liées à l'argent quoi, en national. Ouais, mais c'est ce qu'on imagine. Donc le nom du podcast, est-ce que tu peux nous le rappeler ? 100% Foot National. Bon, tout simplement, voilà. Si on a envie de suivre ça. Très bien. Eh ben, on va enchaîner tout de suite avec une première chronique. On va écouter Simon. Ah, le sport à la télé. Le sport à la télé, avec le son bien sûr, c'est donc du sport et des commentaires. Des voix, des mots, des émotions, parfois des grosses conneries, il faut bien le reconnaître. Mon enfance et ma vie d'adulte ont été ponctuées et rythmées par ces voix, la plupart du temps masculines, qui agrémentaient mes après-midi et soirées devant la télé. C'est par ailleurs toujours le cas aujourd'hui, même si mes attentes ont quelque peu évolué. Ça fait du bon de vieillir, paraît-il. Jeux olympiques, football, rugby, handball, tennis, athlétisme et bien sûr cyclisme, la liste des voix qui m'a accompagné est longue et beaucoup d'entre elles m'ont marqué, enthousiasmé, exalté même parfois. Et je dois bien le reconnaître, parmi les voix qui me faisaient vibrer, certaines étaient la propriété d'émetteurs pas toujours fréquentables ou du moins équipés d'une bonne série de casseroles aux fesses. En effet, certains cumulaient les deux talents. D'un côté, une manière de parler et des répliques agaçantes, des propos parfois très limites, sexistes ou réactionnaires, voire pire. Et d'un autre côté, une qualité de commentaire, une énergie et un flot d'émotions transmis incomparables qui m'ont fait les apprécier malgré tout. C'est tout mon propos d'aujourd'hui, ou comment je suis venu à adorer écouter quelqu'un qui par ailleurs pouvait être particulièrement horripilant ou profondément raciste.
Thierry Roland, tout d'abord. Sans transition. Gros dossier. La voix du foot durant mon enfance. Trezeguet. Wiltor. Et but à la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. Rien qu'avec ces deux mots-là, je l'adorais. Je l'adorais à sa manière d'annoncer un but. Et but. Simple et tellement efficace. J'avais dit que je gueulerais pas, mais pour m'empêcher. Restait plus qu'à rajouter l'explication du but derrière en complément, mais je l'avoue, le « et but » suffisait largement. Tout est dit. Je vous en remets un ? Pires, oui, il est passé. Centre en retrait. Et but. Trezeguet. Le but en or. Trezeguet. Ah là là. Non mais rien à rajouter. Bon, pourtant comme chacun sait, Thierry était aussi un gros lourdeau, un mâle un peu crasseux, tenant parfois des propos racistes et ou dégradants. Et il pouvait nous bassiner avec de longues tirades sur l'actualité du Variété Club de France, dont tout le monde se foutait. Dont tout le monde se foutait, enfin moi je m'en foutais clairement. Je me souviens même de son passage sur Fun Radio, dans le Star System de Max, spécial dédicace à tous les jeunes des années 99, 2000 et 2001, où il se vautrait dans des commentaires les plus dégueux possibles à propos des seins d'une auditrice. Voilà. Deuxième larron. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Et non, il ne s'agit pas de Franck Dubosc, mais bien de Patrick Montel, la voix de l'athlétisme, entre autres, sur France Télévisions. Le gars Patrick avait beau en faire trop, beaucoup trop parfois, notamment lorsqu'il s'agissait d'encenser une Française alors qu'elle avait péniblement atteint une demi-finale de championnat d'Europe, et que clairement elle n'avait aucune chance, ou bien de rajouter des qualificatifs inutiles ou des surnoms débiles à des athlètes. On se rappelle du fameux TGV de Culose, pour parler de Christophe Lemaître. Il avait beau toujours être d'un chauvinisme sans borne et selon certaines, d'un sexisme assez appuyé en coulisses. Lorsque Patrick était dans le vif du sujet, à savoir le commentaire d'une course ou d'une épreuve, perso, j'étais complètement embarqué. Il a fait le vide dans son esprit, il est parti. Teddy Tango pour la postérité. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedroso vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du Mike Powell dans ce garçon. Il y a du Tokyo 91 dans ce que vient de faire. C'est n'importe quoi. Au sommet du triple saut mondial. Un autre extrait. Est parti comme un avion en réaction. Fedor Ivan qui va sortir certainement en tête, mais toujours Myriam Soumaré qui est pas mal. Oh, ça va être chaud cette dernière ligne droite. Fedor Ivan qui va être championne d'Europe. Myriam Soumaré qui est toujours dans le coup. Myriam, c'est pas vrai. Là, on ne sait pas s'il chiale ou s'il crie. Incroyable, 22-31. Myriam Soumaré qui réussit l'exploit de ces championnats d'Europe. Et ma préférée, clairement ma préférée. Comme un missile, Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention, sur le chrono. 19 ans. Il l'a fait. Avec un vent légèrement défavorable. Eh oui, légèrement défavorable. Bolt à Berlin en 2009. Le dernier record du monde sur 200 mètres. Incroyable. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais cette voix contribue régulièrement à m'enthousiasmer lorsque je regarde certaines vidéos. J'avoue ne pas être très à l'aise avec ça, mais ne pas trop quoi savoir en dire non plus. Juste, je m'interroge sur cette contradiction. Aimer le commentaire, mais pas trop l'homme, voire pas du tout. Si j'élargis un peu le propos, si je prends un peu de hauteur sur le sujet, ça m'amène à penser à d'autres situations, d'autres contradictions, et notamment celles où l'on peut se retrouver à apprécier l'œuvre, voire à l'aduler, alors que l'artiste est une sombre merde, ou tout du moins qu'il ou qu'elle pose problème pour la société, ou pour son entourage par exemple. Si je ne dois retenir qu'un exemple, je dois confesser une belle contradiction, celle concernant Noir Désir et son chanteur Bertrand Cantat. Lors de l'annonce de la mort de Marie Trintignant, étant en possession d'une place pour aller applaudir Noir Désir à la fête de l'UMA quelques semaines plus tard, j'avoue avoir été surtout désespéré à l'idée que jamais, plus jamais, je ne parviendrai à les voir sur scène. J'ai aussi, durant pas mal d'années, et je n'en suis pas fier du tout, relayé une blague abjecte sur le faux nouveau nom du groupe. Je n'en dis pas plus, j'ai trop honte.
Aujourd'hui encore, j'écoute Noir Désir, parfois. Je n'ai aucun mal à assumer ça, mais j'avoue être désormais gêné lorsqu'il s'agit de suivre leur ancien chanteur. L'idée d'aller le voir en concert me semble désormais impossible, alors que je soutenais il y a quelques années de ça l'idée qu'il n'y avait pas de problème, qu'il avait purgé sa peine, etc., etc. Mais à bien y regarder, et après quelques lectures sur le sujet, se déplacer et aller applaudir cet homme me semble inconcevable. Je dois reconnaître qu'une discussion avec un ami, et non moins collègue, m'a définitivement fait avancer sur la question. Merci Fernand. Alors voilà, j'en termine, sans avoir réglé quoi que ce soit, je suis bien d'accord. Peut-être est-ce plus simple de gérer cette contradiction lorsqu'il s'agit d'être vautré dans son canapé avec la zapette dans la main, zapette qui permet de couper le son, ou de changer de chaîne lorsque les commentaires et ou celui qui les émet ne sont pas acceptables ou ne nous conviennent plus. Et puis les vrais artistes, dans ces cas-là, sont certainement plus celles et ceux qui transpirent en tenue plutôt que celles et ceux derrière leur micro. Ce n'est que mon avis. Merci de m'avoir écouté. Merci Simon. Une chronique empreinte d'une certaine nostalgie aussi, je pense. Tout à fait. Ouais. C'est l'âge. Ouais, c'est l'âge du bilan. Non, et puis il y a quelque chose derrière ces deux commentateurs, Thierry Roland et Patrick Montel. Il y a quand même, c'est des voix qu'on a entendues étant gamin, qui ont accompagné ces sports-là. Oui, puis sur des temps très longs. Enfin, oui, sur oui. Une époque assez large. Oui. Bien, on va faire une première petite pause musicale. Alors, bon, pour trouver des musiques qui collaient à notre thème aujourd'hui, j'ai un peu galéré. J'ai quand même trouvé une chanson avec du Christian Jean-Pierre dedans. C'est DJ Cut Killer et Akhenaton qui chantent Rooney. Si profonde et si vaste que soit la science, remercie sans cesse Akhenaton. Il t'accordera toujours sa grâce. Mais c'est assez pour garder la mémoire de mon règne légendaire. Atone vivant, que ton aurore est beau. C'est un pays où tu peux voltiger les fantaisies. Oh gentilhomme, ton cœur se glace, voici fucking Rooney. Remballe tes drops, tes coups de yon, fais tes fins de pourri. Je vais t'apprendre la défaite avec fucking Rooney. Ouais, j'ai débuté sur la version 1. Très vite, mon nom s'est répandu et devenu Chilosevic. Au 2 c'était Attila, où je passe la pelouse ne pousse plus et les criquets ne l'ouvrent plus non plus. Au 3 j'ai atteint notre stade, j'étais Augusto Pinocchi, le général qui descend les gens dans les stades. Le 4, il était farci de bugs, grâce à l'accélérateur les moisis ont brillé. Au R2, quand tu nous tiens, je suis le zig et le zag, le casseur de reins, le kiné, l'ostéopathe. Je suis revenu superbe au 5, et mis à part salive, ma répute a été très peu salie. Voici ce rond, c'est fini la fête. Si t'as que des drops dans le store, change PES pour NFL 2007. Au série B, ton style s'est dégagé et brillé. Fais des playoffs contre les autres et va te faire un gros calendrier. Sur le 6, t'es pas à l'abri d'un tir de 40 mètres tout droit sorti d'un joueur pourri. D'un as qui redore le blason de la ligne droite et qui gratte des comptes avec Ibrahimovic. RER sort de score et vient sur la 360. Un coup d'une deux, je t'envoie sur le sofa en attente. Je te ferai voir ce que je fais entre trois mômes accompagnés à l'école. 3 sons, les syntaxes imposés. Ton jeu est pauvre, il a rien à proposer. Toujours le même fait, un vrai polycopier. L'imprévisible étant ce bras. Maintenant c'est à nous, je me présente, c'est moi, lever les tas. Allez, pose ton cul sur la vachette et prends des notes, je suis le maire de ton secteur et c'est pour moi que tu votes. Bienvenue en enfer à Manchester. Si dans la vie je suis nice, à PES je suis un monster. C'est un pays où tu peux voltiger les fantaisies. Oh gentilhomme, ton cœur se glace, voici fucking Rooney. Fucking Rooney. Remballe tes drops, tes coups de yon, fais tes fins de pourri. Vas-y remballe. Je vais t'apprendre la défaite avec fucking Rooney. Dans la surface, c'est très chaud. Et la frappe est partie. Un tir magistral. Quel but! C'était DJ Cut Killer, Akhenaton featuring Christian Jean-Pierre qui chantait Rooney. Alors c'était par rapport à un jeu vidéo très célèbre. Les commentaires viennent du jeu vidéo. Vous écoutez toujours Goal Volant dans l'émission spéciale sur les commentaires sportifs. Et on va commencer par une première question qu'on va se poser tous ensemble. À quoi ça sert de commenter le sport? Alors là, je vais parler de télévision, parce qu'on a l'image. Est-ce que c'est vraiment
essentiel de poser une voix sur tout ce qu'on a à l'écran. Je sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus. À quoi ça sert ces commentaires ? C'est pas Mélanie qui va dire le contraire, je pense. Non, ça sert vraiment à rien. Ah ouais. Voilà, c'est fini. Non, pour moi, c'est essentiel. J'aime pas regarder des matchs en coupant le son, ou il y a la fonction qui est possible aussi de laisser juste l'ambiance du stade et sans le commentaire. Ah oui, c'est possible ça ? Ouais, alors c'est possible sur Prime. Canal le fait sur la Première Ligue, et je crois qu'ils vont le faire aussi là sur la Ligue des Champions. Mais j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Moi, j'aime pas. C'est un choix vraiment pas ça. J'ai du mal à suivre le match sans la voix qui m'accompagne. Alors, oui, moi justement, je comptais en parler un peu dans ma chronique tout à l'heure, donc ça m'arrange pas. Je me tais. Non, mais oui, justement, enfin, moi je suis un peu dans le même cas de figure, mais comment ça se fait qu'on a besoin d'être accompagné ? À quoi ça... Bah c'est ça, parce qu'en fait, quand tu vas voir un match, tu pourrais te dire quand tu vas voir un match au stade, il n'y a pas de commentaires. Mais si, tu fais les commentaires avec tes potes à côté, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Ou les gens que tu connais pas derrière, ou devant, enfin, oui, t'as le droit à tu subis les commentaires. Oui, pas toujours très fin, pas toujours réussi. La question est bonne parce que ça dépend. C'est très variable en fonction de ce que le commentaire apporte. Moi, je trouve ça aussi mieux d'avoir un commentaire, mais encore faut-il qu'il soit pas qu'une description de l'image, parce que très souvent, et moi je le déplore, c'est très souvent on a des gens qui nous décrivent ce que l'image nous apporte déjà. Du coup, je vois pas l'intérêt. Un pléonasme. Oui, voilà. C'est rien de plus chiant que de voir quelqu'un qui nous décrit le ralenti, par exemple. Qui nous décrit image par image ce qu'on voit, nous, donc qui n'apporte rien de plus. Pour moi, le commentaire, il est censé apporter quelque chose en plus, soit de l'émotion, soit de l'expertise aussi. Soit un pas de côté. Un pas de côté en nous amenant une stat qui va bien. Ou en parlant du Variété Club de France. Non, mais même le contexte non, j'ai dit une stat. Le contexte culturel. Ouais, voilà, l'ambiance du match d'avant, les emmerdes dans le vestiaire de la semaine passée, enfin je sais pas, qui viennent expliquer des choses, la blessure de Bidule, non. Le contexte. Oui, le contexte. Ouais, merci. Là, je trouve ça intéressant. Mais en sortant du football. Oui, parce que j'ai pas dit que c'était sur le football. Ouais, voilà. Moi, par exemple, il y a un gars que j'adore aux commentaires, c'est Diagana. Diagana, c'est à la fois le gars qui va être dans l'émotion quand il faut, pas trop, mais juste quand il faut, et qui va nous apporter des éléments techniques sur le geste de la sportive ou du sportif, qui va nous apporter une expertise sur pourquoi ça a merdé, pourquoi là ça a réussi. Enfin, je trouve ça fascinant, vachement intéressant. Et c'est le rôle souvent des consultants qui accompagnent le journaliste qui, lui, va être dans le commentaire un peu pur et dur, tout en donnant des statistiques, parce que c'est important, et en racontant aussi des histoires sur les joueurs. Mais le consultant, normalement, est là pour apporter une expertise tactique sur soit un moment, pas forcément d'ailleurs au niveau du ralenti. Au ralenti, c'est systématique, mais dans le jeu, nous expliquer des choses tactiquement. Et moi, en tout cas, c'est des choses que je recherche. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est des choses que je recherche. Complètement d'accord avec toi. Le meilleur exemple pour moi, c'est Wenger là-dessus. Arsène Wenger qui parlait peu. Alors dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour nous. Il résumait, il a dit 10 minutes qui venaient de se passer avec un propos, puis il annonçait ce qui allait se passer dans les 10 minutes d'après sur le risque de telle ou telle action. Ah bah oui, il avait quasiment toujours raison. Enfin, c'était incroyable. Après, ça va avoir différentes fonctions aussi en fonction de son rapport avec le sport. Par exemple, je sais pas, moi le foot, je sais, enfin voilà, j'en ai regardé plein. Si je regarde un match de hand, je vais attendre autre chose des... Oui, parce que tu es moins spécialiste. Parce que il y a quelque chose d'être moins spécialiste et qu'on te décrypte un peu ce qui se passe. Où se fait la différence, que tu vois un peu... je sais pas, si une équipe a un problème en défense, prend plus de buts, enfin... Des fois, ça permet de décrypter l'image. Une descente à ski, sans commentaire, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je vois pas où se fait la différence. Où sont les erreurs. Ouais, si le mec est bien lancé ou pas, et... Oui, il y a une sorte de justesse dans tout ça, parce que les commentaires qui en font trop ou qui prennent trop d'avance sur l'action, ou je pense à Thierry Adam notamment aussi dans le cyclisme, que je détestais parce qu'il était tout le temps en train d'en faire des caisses sur tout et n'importe quoi, ça n'apportait rien. Enfin, je trouve qu'il se mélangeait les pinceaux. Bah oui, il essaie de mettre de l'intensité à des moments où clairement il fallait pas la mettre. Enfin, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de comprendre qu'il se passe quelque chose d'important, de faire monter la mayonnaise, mais pas 10 fois dans l'heure, quoi. Enfin, oui, s'il s'enflamme à la première attaque dans une étape du Tour de France. C'est ça. Bien, on va revenir un petit peu plus tard sur tout ça. On va enchaîner avec, il me semble, un petit conseil culturel.
Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil culturel. Le conseil Q. Vous connaissez maintenant bien le conseil culturel de Gaulle Volant, cette petite respiration culturelle dans la lourdeur sportive de notre émission. On vous y parle livres, BD, cinéma, séries, musique parfois. Eh bien, pour changer un peu, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de télé-réalité. Ah oui. Bah ouais, il n'y a pas de sous-culture. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai déjà chroniqué la cultissime série Extrême Limite, donc on n'est plus à ça près. Ça suffit avec Extrême Limite. Donc, télé-réalité aujourd'hui dans ce conseil Q, c'est parti. Benjamin, balance-nous le générique. Mais non, pas celui-là, Benjamin. Mais qu'il est con, ce technicien. C'est pas pour rien que t'es en régie et pas avec nous sur le plateau. Hein. Bon, je vais quand même vous parler d'un télécrochet. Vous savez, ces émissions de télé qui permettent la découverte de nouveaux talents lors d'un concours où les candidats sont soumis au vote d'un jury. Eh bien, ce télécrochet dont je vais parler concerne un peu la voix, à l'image de The Voice. Mais quel rapport avec le sport, me direz-vous ? Champions, et jusqu'au bout, on va vivre des émotions incroyables. Le voilà le rapport. Le télécrochet que je vous invite à découvrir est novateur par son thème, le sport justement, et plus précisément le foot. Il s'agit d'Au-Micro et c'est diffusé en ce moment sur Canal+. Le concept a été imaginé par Thomas Sénécal, le directeur du service des sports de Canal+, après que la chaîne a obtenu les droits de diffusion de l'intégralité des 3 prochaines Coupes d'Europe, ce qui représente quand même 564 matchs à commenter, jusqu'à 18 le même soir. Et donc ça demande du monde et des voix pour commenter ces rencontres, d'où l'idée originale de mettre en scène le recrutement de l'une d'entre elles. Tout a démarré avec un appel à candidature qui a rencontré un vrai succès puisque 10 000 ont été reçus par la chaîne. Avec un bémol, qui fait d'ailleurs écho, Mélanie, à ta chronique dans notre émission Des gens ont le sport, c'est la proportion de femmes ayant candidaté, un défaut dont ne se cache pas Canal+. On est content d'avoir une femme, parce qu'il y a très peu de femmes, trop peu, il y en a, vous êtes en minorité, mais il faut dire qu'on a eu plus de 10 000 candidates, mais il n'y avait que 2% de femmes. Donc, tu fais partie des heureuses élues. Courageuses. Alors contrairement à ce que dit Laure Boulot, je ne pense pas que ce sont seulement des femmes courageuses qui ont postulé, mais que c'est plutôt à l'image de la place accordée aux femmes dans ce milieu. Tu ne me contrediras pas, Mélanie, je pense. D'ailleurs, cet extrait me permet de vous présenter les 3 jurés, au profil plutôt complémentaire, je trouve. Laure Boulot, donc, ancienne joueuse du PSG et des Bleus, Hervé Matou, animateur emblématique du Canal Football Club, et David Ginola, qu'on ne présente plus. La présentation est-elle assurée par la star du stand-up Redouane Bougeraba, un vrai passionné de foot. Donc, après un premier écrémage large sur ces 10 000 candidatures, d'ailleurs on peut regretter que la série ne s'attarde pas plus longtemps dessus, 30 sont retenus et regroupés en 3 groupes de 10 pour 3 épisodes de phase de poule de sélection dans 3 stades différents, Bollaert, le Parc des Princes et le Vélodrome. 30 voix au profil varié, il y a de tout, banquiers, footballeuses, streamers, profs, secrétaires de partis politiques, laveurs de voitures. Il y a même le speaker du LOSC ou encore un rugbyman pro du RC Vannes. Alors le principe de cette sélection est bien évidemment de commenter un but mythique de Ligue des Champions en une petite minute, but qu'ils et elles tirent au sort juste avant parmi une liste dont ils avaient déjà connaissance. Mais avant de commenter, les candidates ont droit à un véritable interrogatoire avec des questions assez pointues du style « Où s'est joué Chelsea Real Allez 2022 et pourquoi ?» ou encore à propos du Benfica « Tu dois connaître la malédiction Bella Gutmann ». Vous la connaissez, vous ? Oui. Et avant l'émission. Bien sûr, oui. Alors pourquoi ces questions pièges ? Simplement parce que le but n'est pas de dénicher une simple voix, mais une voix bien faite, avec un cerveau bien fait. Et juste, le Real va aller en finale, comme toujours. T'as la finale là, de cette année-là, 2022 Liverpool-Real Madrid au Stade de France. Au Stade de France, pourquoi ça s'est joué au Stade de France Ça devait être où C'est Saint-Pétersbourg. La question sur la finale à Saint-Pétersbourg, elle est à la fois assez simple mais importante. On a un contexte géopolitique, la guerre qui s'est déclenchée entre la Russie et l'Ukraine, c'est pour ça que la finale n'a pas lieu là-bas. Si le concurrent le sait pas, c'est qu'il est vraiment avec ses œillères sur le foot. Et il faut comprendre le moment que vous vivez dans toute sa dimension, pas uniquement sportive en fait. Je commence à stresser presque, j'ai l'impression que c'est un oral. C'était un peu ça. Ouais.
La série nous dévoile donc ce que serait un commentateur ou une commentatrice idéale, à savoir une vraie identité vocale pour leur boulot, une rigueur géographique historique et une vraie culture sportive pour Matou, de l'émotion, de la personnalité et de la profondeur pour Ginola. On est 3 générations différentes, donc je pense qu'on n'attend pas les mêmes choses. Voilà, moi j'attends un peu de modernité, des choses surprenantes. C'est difficile d'être original dans cet exercice. Les gens souvent imitent un peu ce qu'ils ont entendu. C'est ce qui peut faire la différence, l'originalité. Moi, j'ai fatalement plus d'attentes sur le fond, sur les connaissances football, les connaissances, on va dire, historiques, etc. David, il est plus sur l'émotionnel, le ressenti, de ce que ça lui fait d'écouter la personne, en fait. C'était un artiste sur le terrain, Ginola, donc en fait, lui, il va être très exigeant sur les émotions que tu peux faire partager, parce que lui, des émotions, il en a donné à des millions de gens dans les tribunes. Alors si je devais distribuer des bons points à cette série concept, c'est d'abord le niveau de compétence des candidates et candidats. On sent de réels potentiels qui ne demandent qu'à exploser avec un peu de boulot. Jeu de mots, vous avez vu? Je pense qu'on lui a jamais fait, je pense, vraiment. J'attends le jeu de mots avec Ginola, c'est plus facile. Ouais. Ensuite, c'est le niveau d'exigence requis par les jurés très intransigeants qui cherchent la petite bête et ne laissent rien passer. Ce qui fait que ce concept ne tombe pas dans les travers d'autres télécrochets comme le surplus de pathos dans la présentation des candidats ou les commentaires élogieux lors de l'élimination de certains. Le point noir restera du côté du format. 35 minutes, c'est court pour laisser exprimer tout le potentiel d'un tel concept. Et ça engendre pas mal de frustration. On aurait aimé, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir un peu de détails sur les présélections, ou encore voir les auditions coupées au montage, ou même assister aux délibérations du jury. Le montage fait d'ailleurs qu'on devine pendant l'épisode qui va être ou non sélectionné, puisqu'on s'intéresse un peu plus à sa vie qu'aux autres. Bref, le concept est prometteur. J'ai hâte de savoir si ces écueils seront éventuellement corrigés dans une éventuelle saison 2. Et hâte aussi de voir la suite, car à l'heure où on enregistre cette émission, seuls les épisodes de la phase de poule de sélection ont été diffusés. Donc on ne sait pas sous quelle forme va s'organiser la suite. On sait juste que dans les épisodes suivants, les 12 retenus vont poursuivre leur apprentissage avec divers exercices sur les formats mythiques de Canal+, comme le multiplex ou le commentaire en direct. Voilà, c'est tout pour moi. Mais je vous sens frustré, vous avez peut-être envie d'entendre ce que ça peut donner un commentaire au micro. Je vous propose donc d'en écouter un, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un but qui permet au Stade Rennais d'égaliser face à Chelsea en phase de groupe de la Ligue des Champions 2021. Jérémy Doku sur son côté droit va pouvoir faire un relais avec Clément Grenier. Jérémy Doku dans la surface de réparation et Thiago Silva le sort en corner. Ça va donner une occasion offensive pour les Rennais, peut-être pourquoi pas d'égaliser, même si Naïef Aguerd est absent. Bourigeaud au corner et son pied droit. Bourigeaud pour la tête de Guirassy. Guirassy et l'égalisation du Stade Rennais à la 85e minute contre Chelsea. Ici au Roison Park, c'est le premier but des Rennais dans le jeu, le deuxième but de Serhou Guirassy. Un partout entre Rennes et Chelsea au Roison Park. Mais oui. Et voilà, allez. Mais oui, pas de refaire. Elle a mis la frappe en pleine lucarne. Ah, ils sont choux, hein. Ils sont choux. Alors, vous avez reconnu cette voix? Non. Commenter un but de Guirassy, quand même, ça doit faire drôle. Hein. Bah, j'étais hyper contente. Alors, quand j'ai la feuille de match, que je vois Stade Rennais Chelsea, oui. je vois la défaite, je vois le but de Giroud. C'était dur quand même quand on l'avait vécu en direct. Et on ne sait pas sur quelle action on va tomber. J'ai les buts en tête de toute façon. Et puis bon, c'était cool que ce soit le but de Guirassy pour pouvoir aussi moi me lâcher un peu plus et exploser. Mais j'étais contente bien sûr d'avoir quelque chose sur le Stade Rennais. C'est cool. Ça redore le blason de Guirassy. Mais alors sache que j'aime beaucoup moi Serhou Guirassy. Et même à Rennes parce qu'il y a eu des ratés, c'est vrai, mais on n'oublie pas qu'à Lille, c'est lui qui plante le but qui nous permet d'avoir encore une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, et puis meilleur buteur de Bundesliga. Rien que ça. Il fait une saison de ouf. De fou. Ouais. Bon, en tout cas, on te félicite tous pour ta sélection. Merci, c'est gentil. T'es d'ailleurs la seule, je crois, à faire lever Laure Boulot enceinte de son siège. C'est vrai. Qui fait même une référence à Pleine Lucarne, la célèbre émission de TVRN. Alors même si à l'heure où on enregistre, on n'a pas le droit de parler de la suite, j'ai juste envie de te demander, c'était comment cette expérience? Bollard, qui doit te changer du stade Fred Aubert, Matou, qui doit te changer de Vincent Simoneau. C'est vrai que Hervé a plus de cheveux que Vincent. Je les ai trouvés un petit peu plus impressionnants que... Non, effectivement. Simon qui prend la défense des chauves. Non, aucune critique sur les chauves. Non, c'était bien sûr plus impressionnant, mais parce que ce sont 3 personnes que j'aime beaucoup pour des raisons très différentes, mais
voilà, j'aimerais avoir autant de connaissances qu'Hervé Matou, j'aimerais avoir autant de courage que leur boulot, et j'aimerais avoir autant de charisme que David Ginola. Je parle pas de sa beauté, tout le monde sait qu'il est beau, mais vraiment il dégage quelque chose. Waouh, quand vous vous retrouvez en face de lui, mais en face des trois aussi, hein, il n'est pas le seul charismatique, mais ça fait quelque chose. Ils sont pas à la télé pour rien, hein. C'est sûr qu'ils ont quelque chose de fort en eux. Ouais, puis ils ont l'habitude, il y a quelque chose aussi en plus. Une aisance de l'habitude, j'imagine. Ouais. Ouais, puis Matou, c'est un peu lui qui a pris on parlait de Roland tout à l'heure, qui était la voix du foot. Matou, c'est devenu la voix du foot, moi je trouve. Enfin, oui, entendre cette voix en vrai devant soi, ça doit être... Ça fait bizarre, il a une voix très particulière en plus, donc non, ça fait quelque chose de les rencontrer, et en plus de les rencontrer et de se rendre compte à quel point ils ont été super gentils avec moi, c'était la petite cerise sur le gâteau. Bah ouais, parce qu'on peut le dire, parce que ça a été montré à l'antenne, tu as été bien stressé lors de ton premier passage, et c'est totalement légitime. On a senti que c'était quelque chose qui allait au-delà du petit stress que tous ressentent quand ils passent devant le jury, que ce sont des freins sociaux en fait, de se dire quelle est ma place, est-ce qu'en tant que femme j'ai le droit de commenter un match de foot, est-ce que je suis légitime? Et oui, elle est légitime puisqu'elle est là. Est-ce que tu fais la même... C'est intéressant les propos de Matou, je ne pensais pas qu'il allait... Tu fais vraiment la même analyse de ton stress? Tu penses que... Complètement. Ouais. Et en fait, c'est vrai que les images, celles-là, on les voit pas, on ne sait pas du tout. Moi, quand il dit ça, déjà, ça me touche. Mais après, je l'avais bien senti en vrai pendant le tournage. Ils ont tout de suite compris. Mais vraiment, ça a été instantané. Laure et David aussi. Laure s'est plus exprimée, même elle a été un peu plus coupée au montage, mais elle s'est plus exprimée parce qu'elle sait ce que c'est. Mais elle le dit en fait après en disant voilà, je sais ce que c'est d'être la seule femme, etc. Et clairement, oui, c'était même si j'ai envie de dépasser ça, bien sûr. Et puis je suis féministe et je suis militante, donc évidemment que j'ai envie de dépasser ça. Maintenant, il y a la réalité aussi tu te retrouves avec un micro et t'as jamais commenté de ta vie, quoi. Non, vous êtes en train de pourrir une rubrique qu'il y aura plus tard dans l'émission. C'est très intéressant. J'avais juste une question. Est-ce que quand tu as été qualifié, tu as célébré en te mettant à genoux, là? Genoux là, non? Oui, tu as tenté. J'ai pas mieux. Matou, sinon, peut-être si tu veux. En tout cas, ton passage, ça permet de revenir sur une vraie question. Outre la question de la place des femmes dans le commentaire, c'est celle du timbre de voix. Ouais. C'est un peu la lubie de leur boulot, d'ailleurs, dans la série, elle qui kiffe les voix rauques. Ça va, ouais. Je suis désolée pour le son des gens. Et t'étais pas du tout ridicule. T'es pas du tout c'est vrai. à donf. Non, vous avez eu raison de me baisser. Ouais. En tant que femme, c'est un vrai truc. À chaque fois, on nous complexe avec ça, que nos voix sont crécelles et que ça ennuie les gens. Là, ça nous a fait du bien. Ça fait du bien à David Ginola. Ouais, énorme. Bon, alors j'ouvre un peu le débat ici. C'est quoi votre avis sur la question? Est-ce qu'un timbre de voix peut être rédhibitoire, vous pensez, dans un commentaire? Ah si, ouais. Si, je trouve quand même que ça peut être... c'est comme c'est comme n'importe quelle émission à la radio. C'est pas que pour le commentaire. Je trouve comme en musique. Oui. Peut-être qu'il y a des voix sur lesquelles en musique aussi on s'arrête ou on se... Je sais pas. Ah si. Moi je trouve que ça joue. C'est l'outil de travail par excellence. Enfin, ça paraît logique que ça fasse partie de la sélection. Bien sûr, mais t'as des voix que moi je peux trouver insupportables. Et c'est compliqué. Si c'est la voix, la commente, le match que je veux regarder, ça m'embête, ça me gêne. Donc après, chacun, certains parlent des voix aiguës, certains c'est juste on n'aime pas la voix des femmes parce que c'est une femme, mais d'autres ont d'autres critères. Moi, il y a des voix très un peu caverneuses qui en fait m'insupportent. Ça me donne envie de me mettre la main dans l'oreille et de me gratter le cerveau. C'est vraiment désagréable. Ça vient de très loin. T'as l'image là? Oui, il y a un mec dans le basket, je trouve qu'il y a une voix, on peut l'entendre, qui parle avec une voix, mais j'ai envie de lui racler la gorge. Je sais pas comment faire. Mais, Sur Bean. Je pense qu'on pense au même. Et oui, je peux pas le. Mais qui est un très bon commentateur en plus. Mais c'est vraiment une question de timbre. C'est celui qui dit bang 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 tout le temps, non? Je sais pas. Dès qu'il y a 3 points, t'as un mec sur Bean qui fait bang bang bang. Bien, merci pour ce conseil Q. Et puis en plus, là, on avait quelqu'un qui a participé. Donc, bravo à toi. Contrairement à Extrême Limite, il n'y avait pas Astrid Veillon au plateau. Non, mais tu avais essayé de l'inviter. J'avais essayé. Non. Monomaniaque d'Extrême Limite. Je me demande s'il n'avait pas vraiment essayé. Goal Volant, l'émission de sport et société en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Bien, je m'auto-lance, c'est l'heure de ma chronique. Au début des années 2000, quand on parlait de regarder du sport à la télévision, moi je regardais beaucoup à ce moment-là, on était nombreux à le dire.
Les commentaires, ils sont tout le temps nuls. Il vaut mieux regarder le sport sans le son. On en a déjà parlé un peu de ça, de couper. Et donc moi, au début des années 2000, dans mon entourage, on disait tous qu'on les trouvait mauvais, chiants, inintéressants, et donc on disait qu'on coupait. Alors aujourd'hui, 20 ans plus tard, maintenant que je regarde un peu moins de sport, je me permets quand même de donner ce qui est pour moi la définition d'un bon commentaire sportif. Alors tout d'abord, il me semble essentiel d'être en phase avec les personnes avec lesquelles on commente, et de ne pas tenter des choses trop compliquées, style des blagues. Dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville belge, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Bon, Gérard, mis à part ce genre de choses. Alors Jean-Paul Olivier n'a pas l'air très convaincu, c'était une blague parce qu'il traversait la ville de pute en Belgique. Mal dosé, mon Gérard. Alors ensuite, si jamais vous devez commenter un moment historique, c'est quand même bien de préparer un peu le terrain. D'anticiper ce qui va se passer pour sortir des choses un peu originales. Elohim Prodi, dressez-lui une statue. Allez les garçons, il faut aller la chercher maintenant en prolongation. Oui, énorme. Donc c'était Elohim Prodi en 2024 au championnat d'Europe. Vous avez pas vu son tir en demi-finale face à la Suède. Ok. Bon après, des fois, on se fait vraiment surprendre parce qu'il y avait quand même peu de chances que ça se produise. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Il est beau l'unisson de Lizarazu et Margoton, il est beau. Mais c'est vrai que le but de Pavard, franchement, second poteau Pavard, on s'y attendait pas du tout. Alors, ce qui peut être bien pour marquer un peu le côté historique, c'est de trouver peut-être un mot, voilà, pour restituer vraiment ce côté exceptionnel. On m'annonce que Miguel Indurain serait en difficulté. De l'hélicoptère, on ne voit plus Miguel en effet. Il serait en difficulté dans le groupe. Ce serait le couronnement de cette journée. Miguel Indurain est là au centre de l'écran. Il est lâché dans le groupe. C'est inouï ce qui est en train de se passer, Alex. Inouï. Tour de France, quelle année ? 96. 96, juste après le règne. Je suivais le vélo à l'époque. Alors par contre, il faut bien choisir son mot. C'est-à-dire que par exemple, si un rugbyman, certes dans un match important, intercepte un ballon et file marqué un essai important, il faut quand même trouver le mot qui correspond à ce qui se passe. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christophe Dominici. C'est un génie. C'est un génie. D'un coup, le gars, c'est un génie. Il a pris le ballon comme ça, il est allé, il a avancé avec, quoi. C'était fou, quoi. Bon alors, on l'entend dans les commentaires souvent, quand c'est important, ça gueule. Je comprends ça, moi-même, j'aime bien gueuler. Bon, la preuve lors de l'intro de notre précédente émission. Assassin. Ordure, assassin. Alors bon, déjà, quand on commente un moment important dans le sport, on n'est pas obligé de gueuler finalement. Mais tout de même, va falloir bien doser son niveau d'émotion, quoi. Si vous voulez, il faut quand même... Vous êtes aux commentaires, il ne faut pas que vos nerfs lâchent. Parce que si vous êtes trop à fond dans ce que vous commentez, bah ça peut donner quelque chose d'un peu bizarre. C'est fini, Michel. C'est fini. C'est fini. Et là, ça lâche. Oh là là. Extraordinaire. Quel moment d'émotion ici en direct au Palais des Sports de Lyon. Du jamais vu. Il a fallu attendre 59 ans. On l'entend même plus. Donc c'était Michel Drey pour la Coupe Davis remportée en 1991. Donc là on sent que voilà, il s'effondre, trop ému. Et après il faut quand même pas montrer, si vous en tapez de ce que vous commentez, faites gaffe quand même à ce que ça se voit pas trop, quoi. Oh là. C'est fini, c'est magnifique. Les Françaises qui remportent le titre à Roland-Garros pour la deuxième fois. Invité du tournoi, le coup droit qui les fait reculer, une volée moyenne réflexe, et puis ensuite ça ouvre le cours. Oh la vache. Bon, je sais que malheureusement tout le monde s'en fout du double en tennis, encore plus du double dame, mais bon, il faudra faire un petit effort. Alors, il y a aussi un autre problème qui peut se présenter si vous êtes trop impliqué dans la compétition d'un athlète ou d'une équipe.
hein, parce que là, il faut réussir à gérer. Alors, notamment, il y a Marion Rousse, qui est la compagne de Julien Alaphilippe, qui se retrouve aux commentaires de ses courses et qui, elle, je trouve, gère très très bien, même quand son compagnon est en train de devenir pour la 2e fois champion du monde en 2021. Avance. Marion, c'est une sacrée bestiole votre Julien quand même, hein. Mais quelle course, quel coureur. Ça va toujours Moins bien. Moins bien. Bon, vous restez avec nous Marion, on vous libère dès que Julien a passé la ligne. C'est bon. C'est gentil, ouais. On va aller savourer la Marseillaise. Franchement, les deux lourdeaux qui essaient de... Ouais, mais à la fois ils se connaissent bien, c'est pas méchant. Non, ça va. Pas méchant. Dans un autre style, il y a Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre, quoi. Elle gérait beaucoup moins bien quand Florent Manodou crée la surprise au JO de 2012 à Londres dans je ne sais plus quelle nage et je ne sais plus sur quelle distance. Des blocs avec un départ énorme de Florent Manodou. Cullen Jones, c'est l'américain qui revient entre les deux jaunes. Florent Manodou, bras tendu, et Laure Manodou qui encourage encore. Florent Manodou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient, c'est Marcelo derrière. Florent Manodou peut-être pour un exploit. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manodou, il va Ah ouais, ça ne sert à rien. Là, on est clairement sur un oubli de micro, quoi. Enfin, elle est dans son canapé. Oui, carrément dans son canapé devant la télé. C'est ça. Bon, après, c'est quelque chose qui peut bien marcher. L'adresse directe au sportif ou à la sportive, mais il faut quand même réussir à être un peu original. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Je connais Jérôme, je croyais qu'on considérait que les sports mécaniques c'était pas du sport. Bah ça confirme quoi, le mec est dans sa bagnole, accélère. Bah oui, il n'y avait pas pensé jusque là quoi. Donc je pensais que la F1 c'était compliqué, mais quand même, putain. Bon, alors l'adresse directe, pourquoi pas, mais en même temps, voilà, comme tu disais Simon, il y a le côté canapé dont il faut un peu se méfier. Parce que moi, lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, j'ai eu l'impression qu'Emmanuel Petit s'est installé à côté de moi dans mon canapé. Ouais, bien joué. Et là, ça va vite. Va. Donne-la dans l'axe. Il y a les deux flèches dans l'axe. Donne-la. Hakimi avec Mbappé, il peut finir le travail, la parade de Ter Stegen est derrière Asensio. Encore la parade de Ter Stegen, ça revient. Ça y est, c'est fini. Donne-la dans l'axe. Sachant c'est un ancien joueur du FC Barcelone et pas du PSG, mais il a l'air quand même plutôt pour le PSG. Bon, parfois il y a des phrases par contre qui sont bien dosées, qui rendent son importance à un moment de sport. Parfois, toute la trajectoire d'un joueur, tout ce qui s'est passé dans sa vie, sa carrière, toute la beauté de le voir à ce moment réussir quelque chose de grand et d'important, peut être contenu dans quelques mots, bien prononcés, avec la bonne intensité. Quand en plus, deux commentaires se répondent à 20 ans d'écart dans la même compétition, face à chaque fois à un des grands favoris de l'épreuve, ça donne des moments mythiques que seuls les gens qui s'appellent Thierry sont capables de créer. Allez Louis, allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo en demi-finale, c'est le drame devant nous. Sa meilleure punchline, je pense. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Bien, donc en faisant la passe sur des moments cruciaux de l'histoire du sport français, je vous ai pas fait des pas comme ça Zinedine, alors peut-être, je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille. Voilà, j'ai essayé de délimiter ce qui pour moi rend un commentaire réussi, des formules originales mais bien dosées, de l'émotion mais ni trop ni pas assez, réussir à gérer sa propre joie, son ressenti, pas trop d'emphase, rester simple sans être trop trivial. En fait, c'est dur de réussir un commentaire. Et encore, on n'a pas parlé des moments de creux dans une épreuve, réussir à s'adresser aux différents publics, des experts aux novices, et aussi articuler, économiser sa voix. Ouais, en fait, je crois que c'est pas si facile. Bon, et puis en fait, moi, les commentaires, on disait qu'on les coupait, mais en fait, je les ai toujours mis, moi, à l'époque. Ah, c'est comme on disait qu'on avait arrêté de regarder Téléfoot, mais au début des années 2000, je regardais toujours Téléfoot.
Wiretap me, backstab me, break the faith, fall from grace, tell me lies, time flies, close your eyes, come with me. Come with me. Yeah. Come with me. Yeah. You said to trust you, you never hurt me. Now I'm disgusted, sustained adjusted. Certainly you fooled me, ridiculed me, left me hanging. Now boomeranging right back at you. Big long range, narrow-minded, left me blinded. I co-signed it, backfired, but I'm bouncing back. I grind it, now me with better pressure. You comprehend me, you want to end me, you offend me. It's drama, feel the trauma. Come with me. Yeah. Come with me. Don't be afraid. Yeah. Come with me. I close my eyes and I see you standing there. I cry tears of sorrow. I die. Yeah. My enemies, my foes, these fools, you're stepping on my toes. Back up off me, take your hands off me. Give me room to breathe. I'm not hearing it, I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. I'm destructive, some women find that seductive. Some say it's lunacy. I won't permit it, I won't acquit it. I wanna fight you, I'll fight you. Can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. No surprise, close your eyes, come with me. Yeah. Come with me. Come with me. Yeah, I like this. Come on. Come on. Yeah. Hear my cries, hear my call. Give me your ears. See my fall, see my errors, know my faults. Time halts, see my loss. Wiretap me, backstab me, break the faith, fall from grace. Tell me lies, time flies. Close your eyes, come with me. I wanna fight you, I can fight you. Can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. No surprise, close your eyes, come with me. I'ma take you with me. I'm here to stay forever and never in a day that's never. Come with me. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Come with me. C'était Puff Daddy avec Jimmy Page. C'était le générique de Téléfoot au début des années 2000. Vous écoutez toujours Goal Volant sur le Goal Volant d'aujourd'hui qui a pour thème les commentaires sportifs. Et aujourd'hui, émission un peu particulière parce qu'on va voir 2 conseils culturels. Le conseil culturel de Goal Volant. Le conseil culturel. C'est moi qui m'y colle. Je peux commencer tout de suite, je peux parler sur votre générique, il faut laisser vos voix suaves. On t'écoute, il faut peut-être qu'on le change de toute façon. Bon bah c'est très bien puisque le premier conseil Q c'était au micro et vous le savez, aujourd'hui je suis la femme d'au micro. Il y a quelques années, eh bien, Marie Portolano, c'était la femme du plateau. C'est 2 phrases assez proches, mais dans les 2, il y en a quand même une avec une connotation négative. Et j'ai de la chance parce que ça me concerne pas. C'est pas la mienne, la phrase négative. La femme du plateau, c'est le nom du livre de Marie Portolano, journaliste de sport, aujourd'hui à la tête de la matinale de France 2,
matinale que ma mère adore. Je sais que vous en fichez, mais c'est juste pour lui faire une petite dédicace. C'est la première fois que je viens en direct avec vous. On a le droit de faire des dédicaces aux mamans. Merci. De toute façon, c'est fait. Je vous avais pas prévenu. Donc, le livre de Marie, il est sorti très récemment. Je crois que c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Je l'ai acheté direct. Je l'ai lu direct. Ce qui est aussi un gage de qualité. Et aujourd'hui, je vais simplement répondre à la question: pourquoi lire le livre de Marie Portolano ? Et je vais faire assez court. Ça va être très rapide. Premièrement, parce que déjà, en le lisant, vous allez découvrir. Ici, le sujet principal, c'est la violence systémique subie par les femmes journalistes de sport. Un sujet déjà abordé, c'est un sujet aussi qui me touche, où je suis quand même plutôt bien informée. Et pourtant, j'ai encore découvert des comportements toxiques, évidemment, en le lisant. C'est-à-dire que tu penses avoir entendu le pire déjà dans des témoignages, mais non, il y a encore des steps à franchir de violences sexistes. Aïe, aïe, aïe. Super. Autre raison de le lire, ce livre, Je ne suis pas la femme du plateau, c'est rétablir une vérité. Parce que Marie Portolano, elle a sorti il y a 3 ans un documentaire sur Canal+ intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Pierre Ménès y était interviewé, finalement coupé au montage. Les images ont quand même fuité et la chaîne s'en est séparée. Et de là est née l'histoire d'un documentaire complètement à charge sur le journaliste en question. Lui-même tweet qu'il a envie de vomir dès que son ancienne collègue féminine évoque ce documentaire. Donc faut quand même pas se tromper, hein, la victime à la base c'est elle, hein, ça reste elle, c'est Marie. Et puis il y a quand même une quinzaine d'autres femmes dans ce documentaire, elles parlent d'autres médias, d'autres personnes. Pierre Ménès, c'est pas le centre du monde, et encore moins celui de Marie Portolano. Troisième raison de le lire, pour son courage. Ouais, parce qu'elle explique aussi comment elle a pu entretenir, je mets des guillemets, hein, mais entretenir des comportements sexistes, dans le sens où elle a souvent préféré rire des blagues graveleuses pour se faire accepter, pour pas faire de vagues. Au fond d'elle, c'était des coups de couteau, mais longtemps, elle n'en a rien dit. Et je trouve que c'est pas facile à admettre. Donc bravo pour ça. Et la dernière raison, même si on a plein d'autres, mais je suis quand même limitée dans le temps pour ma chronique, il faut lire La femme du plateau pour faire continuer le combat. Marie Portolano, elle pensait que son documentaire allait suffire. Elle s'est rendue compte que c'était que le début, d'où l'écriture de ce livre. Alors par soutien pour elle, par soutien pour toutes celles qui essayent et par soutien aussi pour toutes celles qui subissent, on va en librairie et on donne même pas 20 € et on le lit. Merci beaucoup Mélanie pour ce conseil. Effectivement, forcément, si on aborde les commentaires sportifs aujourd'hui, il faut continuer le combat, comme tu l'as dit, parce qu'on n'est pas sorti des ronces de ce point de vue-là. On en parle un petit peu, on va se mettre un petit extrait. Avant, alors je sais plus sur quelle télé c'était, un petit extrait de Denis Balbir il y a quelques années qui nous avait sorti une belle. Commenter le foot masculin par une femme, moi je suis contre. Mais bon, après voilà, je vais me poser la question, je réponds. Je suis contre pourquoi ? Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais avoir un timbre de voix ou je sais pas, dans une action de folie, elle pourra jamais elle va monter dans les aigus. Donc ça va être forcément peut-être un petit peu plus délicat d'être supporté. Mais après, je sais qu'on va me traiter de misogyne, de sexiste, parce que je dis ça. À peine. Bah oui, mon Denis. Alors je sais pas si vous avez remarqué, le son de la vidéo est de très mauvaise qualité. Je pense que c'est l'ingénieur du son qui essaye de lui faire fermer sa gueule. Alors justement, du coup, on va écouter Denis aux commentaires pour qu'il nous montre un peu un grain de voix que vraiment tout le monde va adorer, quoi. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta qui ouvre son pied. Voilà, donc c'est bien, ça sature pas du tout mon Denis, il gère bien son truc. Bien alors. Voilà, on met encore un extrait d'un connard dans Goal Volant. On fait ça assez souvent. C'est quand même pour mettre un peu en avant donc, ce que tu disais par rapport au bouquin de Marie Portolano, c'est qu'il y a encore plein de boulot à faire pour que les femmes puissent se retrouver dans des positions de commenter. Je sais plus, Hervé Matou disait 2% de... Sur ceux qui ont postulé, c'est à peu près ça. Alors j'ai entendu 1 ou 6%, mais le chiffre qui est le plus intéressant à retenir pour moi, c'est que les compétitions sportives masculines sont commentées par 1% de femmes. Donc on ne peut pas s'étonner de voir 1% de femmes postuler au micro, puisque on n'en voit pas
donc très peu, 1% sur les sports masculins, donc en c'est fait, logique ça finalement. correspond finalement parfaitement aux Exactement, exemples qu'on va trouver sur tous les médias. Oui, Simon. Et puis au-delà du commentaire, c'est les rédactions de sport qui sont très déséquilibrées au niveau genre. C'est-à-dire que à France Télévisions notamment, il y a peu de commentatrices, mais il y a aussi peu de salariés. Enfin, j'ai le sentiment, je pense pas que ce soit qu'un sentiment, qu'il y a beaucoup d'hommes aussi dans le service, quoi qu'il arrive, en tant que journaliste, en tant que. Donc c'est un troupeau de mâles avec quelques filles. Donc c'est d'autant plus difficile d'accéder à peut-être à la phase ultime d'être devant la caméra, quand dans le service, même derrière la caméra, il y a aussi beaucoup d'hommes, quoi. Donc je pense que je veux dire par là que l'enjeu de parité, il est, ou en tout cas d'autoriser, enfin de permettre à chacune d'être au micro, il est plus large que ça encore, puisque c'est le monde du sport et du journalisme en général aussi qui a besoin d'évoluer, quoi. Ouais, c'est exacerbé dans le journalisme sportif. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai bossé il y a quelques années à Eurosport. Je crois qu'il y avait une fille dans la rédaction. Ouais. Et ce qui est un peu en plus étonnant, c'est que, alors j'ai pas une grande expérience, mais j'ai quand même fait des interviews de pas mal de joueurs, de coachs, etc. Et je n'ai jamais ressenti, en allant dans des clubs faire des interviews, qu'il y avait un problème avec le fait que je sois une femme. C'est comme si vraiment les professionnels, eux, n'avaient pas de soucis, mais que ça posait plus de problèmes dans les rédactions de journalistes. Ah, plus dans les rédactions, tu veux dire que parmi la population des sportifs, chez les pros, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Je sais qu'il y a quelques années, il pouvait y avoir encore, je sais plus qui avait témoigné, qui avait pu avoir des remarques un peu, mais c'est peut-être en bonne voie de ce point de vue-là, quoi. Je pense, j'espère. Donc il faudrait que les rédactions se mettent un peu... Bon, certaines le font, hein. Il y a quand même des évolutions, alors toujours pas aux commentaires sportifs, mais sur le fait d'intégrer des femmes. Je fais partie d'une association qui s'appelle Femmes Journalistes de Sport, et on milite justement pour ça, pour intégrer des femmes, et on a créé une charte que les rédactions pouvaient signer. Fallait s'engager à embaucher des femmes, à faire une parité. Tous les médias ne l'ont pas signé, ils ont le droit, hein. Mais certains l'ont fait, donc on a bon espoir, bien sûr on va vérifier que derrière ça suit, mais on a bon espoir que ça change et que ça évolue au fur et à mesure du temps. Ils vous ont donné les raisons pour lesquelles ils signaient pas? Est-ce que c'était parce qu'ils avaient peur de y arriver, enfin, ou alors ils n'ont pas donné de raison? Alors je pourrais pas te dire, parce que moi je suis pas dans le bureau, hein, je suis une adhérente. Oui, pas le détail je sais pas le détail, mais après je sais que certains ont dit on va faire notre propre charte, etc. Bon, on me demande à voir. Et oui, sachant qu'en plus sur les compétitions féminines, par contre, je sais pas s'il n'y a pas plus d'hommes qui commentent. Oui. Ah oui, c'est sûr. L'athlétisme, le cyclisme, le foot, il y a toujours un homme qui se retrouve aussi là à commenter, quoi. Oui, c'est terrible l'année dernière sur la finale de Roland-Garros. Inès Lagdiri-Nastasi, j'espère que je dis bien son nom, puisque c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui est très compétente, commente la finale féminine avec Marie Pierce, si je dis pas de bêtises, et c'est la première fois qu'une femme commente une finale de Roland-Garros, alors que c'est en plus un match entre femmes. Et on est là, Inès c'est une pionnière. Et je dis mais on est en 2023. Et Inès c'est une pionnière. Et Inès est ancienne tennis woman en plus. Elle a rien à prouver, elle est très compétente. C'était un truc de malade alors qu'on est en 2023. De se rendre compte que d'un coup on peut avoir une structure de commentaires juste avec que des femmes pour un match de femmes, et on célèbre ça alors que ça devrait être le cas depuis plusieurs années. Quand même. C'est ça. Il y a un enjeu de pouvoir, il y a un enjeu de place et de pouvoir, donc on revient sur les débats plus larges sur la société, quoi. C'est des places de pouvoir aussi, mine de rien, parce que c'est des places que les hommes ne veulent pas lâcher, quoi. Évidemment. Oui. Par exemple en gymnastique sur France Télévisions, c'est une femme qui commente depuis plusieurs années. Et ça, c'est peut-être plus facile sur des sports moins exposés. Par ailleurs, elle le fait très bien. Je n'ai pas son nom. Je m'en veux de ne pas avoir son nom, mais je sais que le peu de fois où j'ai regardé de la gymnastique sur France Télévisions, je trouvais ses commentaires vraiment super pertinents, vraiment intéressants. Dans le bon équilibre, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et malheureusement, ça a peut-être été plus facile parce que c'est la gymnastique et que c'est moins exposé. Je ne fais que supputer. Mais plus féminin, on imagine malheureusement que c'est pour ces raisons-là que ça a été plus vite possible. Bien, bon, on a longtemps parlé de commentaires sportifs. On va passer à la troisième mi-temps, la conclusion de l'émission, et je crois qu'il va un peu falloir qu'on s'y colle. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Encore Thierry Roland. Toujours. Bon, on s'est bien amusé pendant cette émission à critiquer des commentateurs sportifs, à dire ce qui dans un commentaire est plutôt... Ou plutôt... à avoir de belles théories sur ce que serait le commentaire idéal, blablabla. Bla bla. Alors pour voir si vous savez allier la pratique à la théorie, je vous propose de prendre à votre tour le rôle de commentateur sportif. Bon, je vous vois déjà les gars chouiner en me disant « c'est dégueulasse, Mélanie elle est vachement avantagée ». Eh bien, détrompez-vous, vous allez toutes et tous être autant dans la merde puisque je vais vous faire commenter des sports, comment dire, un peu obscurs. Bon, alors libre à vous d'inventer évidemment si vous connaissez pas le jargon de la discipline. Je ne doute pas de vos talents là-dessus. Et c'est pas moi qui vais vous départager car je serais bien trop partial pour me faire bien voir de mon coach préféré. Mais je vais proposer à tous nos auditeurs de voter via nos réseaux sociaux avec à la clé un tirage au sort pour gagner quelques goodies Gol Volant. Allez, c'est parti. Qui se jette à l'eau en premier? Oh bah moi je veux bien y aller s'il faut. Hein. Ok. Un chiffre entre 1 et 4 s'il te plaît. Je vais dire le 3. Très bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Nous sommes au Grand Prix de la finale de la Coupe du Monde en 2017 à Omaha aux États-Unis. Coupe du Monde de quoi, tu vas me demander? Oui, exactement. Eh Avec bien, énormément d'inquiétude. Tu es verni la Coupe du Monde de dressage individuel. Ok. Eh oui, c'est bien du canasson. Donc la multititrée allemande de la discipline, Isabelle Werth, va s'élancer avec sa jument Weigold. Tu notes? Alors, attends, je vais noter parce que là j'ai l'impression que sinon je vais pas être bien. Là. Comment s'appelle? Alors Werth, c'est pas la, c'est la. Isabelle Werth. Isabelle Werth, ok. La jument, c'est Weigold. Weigold. Ouais. Et donc c'est pour l'épreuve. Je sais même pas comment ça s'écrit déjà, on est mal barré. C'est pour l'épreuve décisive de freestyle en musique pour 7 minutes d'épreuve. Je comprends. Il y a du freestyle, il y a des chevaux, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Tu gueules, cherche pas. Bon, rassure-toi, je t'épargne les 6 premières minutes parce que de toute façon, il paraît que dans cette discipline, c'est la dernière minute la plus impressionnante et décisive. Bon courage à toi. Alors, on rappelle quand même qu'on va découvrir les images et commenter, voilà, en direct, sans avoir pu prendre connaissance de la discipline et des images. Et je ne sais pas imiter Jean Rochefort, sinon je serais reparti sur une imitation forcément. Et voilà, Isabelle Werth donc, qui entame la fin de son parcours. Elle enchaîne les petits pas sautés, bien maîtrisés. Jusque-là, on est vraiment sur une belle maîtrise du geste. C'est très très difficile à faire ça. Quand on connaît vraiment la discipline comme moi et qu'on l'a longtemps pratiquée, on se rend compte que voilà, ça paraît à l'écran comme ça très, très simple à faire, mais là il y a une belle maîtrise, une belle communion entre Weigold, donc le cheval, et Isabelle Werth. Voilà, le demi-tour est passé, elle le tient très très bien, elle le tient vraiment très très bien, c'est facile. Ah, il y a eu une petite erreur à un moment donné sur au départ en avant là, ok. Ouais, l'arrêt est très bon. Elle fait un signe au public, elle encourage Chabette. Ouais, elle est belle joueuse, sa concurrente. Mais bon, on sait déjà que c'est gagné pour Isabelle Werth. Là, on voit les réactions. Elle a vraiment fait un bon boulot. Il a même pas gueulé. Manque d'émotion. Après, on ne peut pas gueuler sur du dressage. Bah, et puis je ne savais pas quand est-ce que ça s'arrêtait, donc je voulais pas m'enflammer trop vite. Ouais. Non, bravo. Bon, alors, qui ose prendre la suite de Jérôme? Allez, vas-y, j'y vais, je me lance. Je te donne un numéro? Bah ouais, entre 1 et 4, sans le 3. Sans le 3, et bah écoute le 1. Nous sommes en finale du championnat du monde 2024 de curling masculin, opposant la Suède au Canada à Schaffhaus en Suisse. Attends, je vais prendre des notes Bien aussi sûr. parce que... La Suède, qui avait été déchue de son titre en 2023 par l'Écosse, tente de reconquérir son titre, ce qui en ferait son 11e. Donc là, on va être sur le point du match, on est dans la 10e et dernière manche, et les deux équipes sont à égalité 5-5. La Suède, qui sera en jaune, possède le hammer. C'est donc elle qui lance la dernière pierre vers la maison, parce que la cible, ça s'appelle la maison. Alors que le Canada, qui joue en rouge, en a déjà posé 2. Le lanceur doit donc ici réaliser un take-out. Putain, je suis content d'avoir pris le 1. Un take-out. Un take-out, c'est-à-dire devenir la pierre la plus proche du centre de la maison, ce qui rapporterait le point de la victoire. Eh ben, on va aller au freestyle parce que j'ai pas tout compris. Hein. Moi non plus, hein, tu sais, en regardant... Je peux y aller? Si vous nous rejoignez, nous sommes en Suisse pour cette finale entre le Suède et le Canada. C'est le dernier tour, hein. Vous savez, la Suède a possibilité de lancer son hammer pour faire un dernier take-out. Je ne sais pas, et regardez ce coup de balai des Suédois, magnifique. L'objectif, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le curling, c'est d'arriver vraiment au plus centre, au plus près du centre de la cible, ce qu'on appelle
la maison. Regardez, ça balaye fort. Et ça dépasse le Canada. Attention, le Canadien essaye de ripper la glace. Et ça s'arrête. Ils sont très heureux, et oui, puisqu'ils ont gagné. Ils ont gagné, bravo la Suède. On est sur le 12e titre des Suédois curling inventé au Canada. Mais malheureusement, les Canadiens s'inclinent encore une fois en finale face aux valeureux Suédois. Bravo. Pas mal. Ouais, bravo. On sent qu'il y a du talent. Ouais, y a de la Heureusement qu'ils ont été contents. Je sais pas pourquoi j'enlève mon casque. J'ai l'impression de sortir de mon émission de radio. Salut. C'est bon, j'ai gagné. J'ai tout donné. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que je passe derrière elle. C'est super. Et donc tu as le choix entre le 2 ou le 4. Le 2. Petit Vénard, tu es tombé sur le palais. Ah, le palais breton. Ouais, plutôt facile pour le breton que tu es. Hein. Ouais, mais je suis nul au palais, si tu savais. Et puis moi, comme je suis assez sadique, je vais te corser le truc en te proposant de commenter du palais vendéen. Ah. Ça réagit. Il y a le Teco Spignol derrière la vitre. Alors là, on va être en finale de la Coupe de Vendée Palais-Fonte 2022 à Bournezeau. Ça va être filmé avec juste un téléphone portable, ça. Oui, puis j'imagine que ça va trembler parce que les gens sont alcoolisés. Cédric Fontenot et Jonathan Drapeau du club des Essarts affrontent Thierry et Sullivan Gautron de Sérigné. Fontenot et Drapeau, avec leur palais rouge, sont menés 12-13 par les frères Gautron et n'ont qu'un seul palais qui prend. Leurs adversaires non plus, le score est donc virtuellement de 13-13. C'est au tour de Fontenot de lancer son dernier palais pour amorcer la remontada. Bon courage. Les gens ne savent pas, mais il se décompose derrière son micro. C'est pas simple, hein. Non, c'est vraiment pas simple. Allez, c'est la fin de cette épreuve de Palais-Fonte. On est sur la... Oh, pop, magnifique. Il est très près du centre. Je pense les frères Gautran sont pas loin de la victoire. Alors, on voit que dalle sur la vidéo, donc je fais ce que je peux. Mais il semblerait que leur palais soit... Alors, ils ont une deuxième chance, attention. Concentration. Hop. Oh non, c'est mauvais ça, c'est mauvais. On voit bien, il est pas concentré le gars là. Ça marchera pas. Dernier essai. Et oui, victoire des frères Gautran. Je sais même pas si c'est eux qui ont gagné. Bravo. Eh non, bah voilà, c'est les autres. C'est vrai en plus. Merci Simon. Ouais, bravo Simon. Il fallait bien un qui gueule. Hein, ça pouvait être. Je misais beaucoup sur toi. Voilà, donc je rappelle aux auditeurs qui peuvent voter sur tous les réseaux sociaux pour savoir lequel de vous trois a réalisé la plus belle performance. Je croise les doigts. Merci Mathieu pour ce... Ou pas merci pour ce boost de fin d'émission. Je tiens à signaler que Benjamin n'a pas souhaité participer. Oui. Il a eu peur. Soupe trop compliqué d'un point de vue technique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va dire. Bien, c'est ainsi que se termine ce Goal Volant spécial commentaire sportif. J'aimerais la dédicacer à Georges Cadieux, qui était le mec qui commentait les matchs quand j'étais gamin sur RKB, Radio Crescent, les matchs de l'en avant de Guingamp. Bien, merci à Mélanie Duro. Là, j'ai bien retrouvé ton nom de famille en fin d'émission. Je suis meilleur à la fin qu'au début. Merci Simon, merci Mathieu et merci Benjamin à la technique. On se retrouve très bientôt. Salut, bye bye. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Oh. Là. Mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.